Pendant ma maladie, un chef de bureau de la compagnie des chemins de fer était passé à l'agence où travaillait mon mari. Le trouvant seul, il lui proposa d'entrer au chemin de fer. Mais il fallait un certificat médical. Belkacem passa la visite. Il craignait pour sa vue, car il avait un œil perdu par la variole. Il fut constaté que toute la force des 2 yeux s'était portée sur un seul, et mon mari fut accepté. Le 9 décembre 1909, il débuta au chemin de fer. Avant de quitter son patron, mon mari avait demandé conseil au père de Carthage. Ils furent tous d'accord pour l'engager à partir. Et le père Justrobe, qui avait fait une visite au patron, ajouta : « Si tu restes chez lui, à la fin de tes jours, il faudra que tu demandes un certificat d'indigence. » Je n'ai plus revu ce patron qui désirait que je sois la bonne de sa femme. Entendait nous payer, mon mari et moi, 120 francs par mois, et qui, un matin, que la montre de Belkacem retardait de 5 minutes, lui dit, quand il arriva au bureau : « Souvenez-vous qu'il y a 1 heure pour entrer, mais qu'il n'y en a point pour sortir. » Parfois, quand le travail pressait, mon mari passait une partie de la nuit à le finir, et jamais 1 heure supplémentaire n'a été comptée. Le patron refusa de nous régler le dernier mois de salaire. Mais le père Vincent nous le paya en nous disant : « Laissez-le, lui, ça va le rendre pas plus riche. » Désormais, mon mari gagnait 120 francs par mois au lieu de 100. Et nous avions plusieurs avantages, sans compter les permis de circulation. Nous avions droit aux visites médicales gratuites et aux médicaments. Nous pouvions acheter du pétrole, du savon, au prix de revient. Mais ce qui surtout nous enchanta, c'est de pouvoir enfin retourner quelquefois dans notre pays, car sans les permis, jamais nous n'aurions pu mettre assez d'argent de côté pour payer nos places. Nous avions pris possession de notre nouveau logement. Comme voisins de palier, nous avions 2 autres ménages, et la cuisine était commune. Je préférais acheter un fourneau à pétrole et faire à manger dans la salle qui servait de chambre aux enfants. Ainsi, je voyais les autres locataires seulement quand je prenais de l'eau à la cuisine ou quand j'allais au cabinet ou enfin à la petite buanderie située sur la terrasse. Les enfants fréquentaient toujours l'école des pères maristes, lesquels avaient appris que mon mari avait quitté son patron et que celui-ci ne s'intéressait plus à nous. Comme les enfants ne payaient pas, le surveillant vint un jour me prévenir que je ne devais plus les envoyer à l'école. J'ai su depuis que seuls les enfants fortunés étaient admis dans cette école. Je résolus alors de partir pour Iril-Ali et d'y rester quelques mois, car j'étais très fatiguée. Mon mari demanda des permis et nous partîmes le 12 mai 1910. Nous fîmes le voyage d'une seule traite, sans nous arrêter à Constantine. Nous étions encore habillés à la manière kabyle, les enfants avec de petites gondolas blanches et de petits burnous en drap bleu. Belkacem, lui, avait acheté le costume du pays, sarouel, gandora et burnous, ainsi que la ceinture de soie. Jean avait eu la fièvre durant le voyage, et dès son arrivée à Iril-Ali, dut s'aliter. Il avait la rougeole. À Tunis, c'était presque l'été. Là-bas, dans nos montagnes, il faisait froid, et on allumait du feu. Je m'installai à nouveau dans la maison aux provisions, vide maintenant. Mon beau-père était encore entouré de ses 4 femmes, dont les 2 dernières attendaient des enfants. L'un naquit dès les premiers jours de notre arrivée, l'autre le mois d'après. 2 garçons, dont l'un
fils de Smina Tejlilith, appelé Mahmoud, et l'autre de Zahra, prénommé Hassan, du nom du grand-père. J'appris qu'une des grandes propriétés plantées d'oliviers avait été vendue, que ma jeune belle-sœur aux yeux bleus avait été répudiée par son mari Mohandara, que celui-ci était fiancé à la sœur cadette de Zahra, la femme de son père, et que la noce se célébrerait bientôt. Les 2 derniers champs avaient été mis en hypothèque pour 5 000 francs, afin de payer la dot et de faire les frais du mariage. C'était la ruine complète. Mon mari ne resta pas longtemps avec nous, car il ne disposait que de 15 jours de congé. Il fit un orage terrible en juin. Il plut des journées entières, et la rivière était tellement grosse que le moulin put tourner de nouveau. Un troupeau de chèvres avait été noyé. J'avais acheté un sac de blé et en profité pour le donner à moudre. L'année d'avant, en 1909, m'a-t-on raconté, il y avait eu une épidémie de typhus. Plusieurs familles avaient été décimées. Le grand-père maternel de Belkacem avait, était mort de vieillesse. Tedhelt était toujours dans la maison d'Amar. Elle avait été atteinte du terrible mal, était restée des jours et des jours sans connaissance. Pendant ce temps-là, sa fille et son fils auraient fini de vider la caisse du grand-père Hassan. Après Jean, Henri avait eu la rougeole. Grâce au froid assez vif, je n'eus pas de peine à les empêcher de sortir. Paul était entré chez les pères comme pensionnaire. Je demandai à la mission un terrain pour que nous puissions faire construire une maison en cas de besoin. Le père Dehuisser m'en promit un, à la condition de réserver un passage entre le voisin et nous. J'acceptai et par lettre avisai mon mari. La veille ou l'avant-veille de mon départ, j'avais fait un rêve. J'étais debout devant la porte du vestibule qui regarde la cour. Je levai les yeux et vis des cordes tendues à travers toute la cour, des cordes et des cordes où séchait de la viande. Il y en avait. Cette viande était dorée par le soleil et je me dis en moi-même, tout cela, moi, je n'en profiterai pas puisque je vais partir. Soudain, surgit une femme près de moi, une femme que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue. Elle mit sa main sur mon épaule et me dit « Cela te fait de la peine ?» ?»« Oui, dis-je. »« Ferme les yeux, ordonna-t-elle, et j'obéis, mettant ma main sur mes yeux. Ouvre-les maintenant. Et j'ouvris les yeux. Toutes les richesses qui m'avaient frappé avaient disparu. Tu vois, me dit-elle, de tout cela, il ne restera plus rien. Pas plus que je n'ai oublié le rêve de Mekla, où l'oiseau du destin m'avait déposé en face de l'hôpital. Ce rêve fait la veille de mon départ de la maison, encore pleine de provisions et de ressources. Je ne pouvais l'oublier. Je passai toutes les vacances dans la maison ancestrale. J'y accouchai de mon fils, Louis Mohansrer. Le bébé mort à Tunis d'une entérite infectieuse s'appelait déjà Louis. Sa mère voulut donner le même prénom à l'enfant qui suivit. J'avais retrouvé certaines des vieilles femmes pour qui j'écrivais jadis des lettres destinées à leurs enfants travaillant en ville. Elles me dirent combien elles me regrettaient, car mes lettres leur portaient bonheur. Je revins à Tunis fin octobre. Louis avait 40 jours. Ma maison de l'impasse de l'Éventail avait été blanchie
et je repris ma place au milieu des voisines qui se réjouirent de me revoir. Je ne gênais personne et rendais volontiers service. Marie-Louise, ma compagne de Tête d'El-Toufella, était bonne à Tunis. Elle venait parfois me rendre visite. Elle avait demandé à être marraine de mon dernier fils. Elle m'avait apporté des couches et une robe de baptême. Le petit fut baptisé à Carthage. Le 1er janvier 1911, seul mon mari se rendit à Carthage pour souhaiter la bonne année au père. Il continuait tous les ans à écrire ses lettres de vœux et nous recevions à cette occasion quelque argent. Le père Dewisser avait glissé un billet de 20 francs dans sa lettre. Le père Baldite nous avait adressé un mandat de 15 francs et les parrains et marraines de Saint-Dizier du linge et un peu d'argent. Nous avions pu acheter de petits costumes et des petites pèlerines pour Henri et Jean, qui allaient à l'école toute proche, rue de l'église. Mais un jour, nous reçûmes une lettre du père Bockel, économe à Iri-la-Ali. Il nous demandait de venir chercher notre fils Paul, que nous avions laissé en pension. Son père gagnant de bons mois, le fils n'avait pas besoin de la charité des missionnaires. Il ajoutait que nous devions nous occuper de faire construire sur le terrain que nous avait concédé la mission, car la terre s'éboulait, et que si nous ne pouvions pas ou nous ne voulions pas bâtir, il donnerait le terrain à d'autres qui habitaient le pays et en avaient un besoin plus urgent. Mon mari sollicita un congé de 8 jours et alla chercher son fils. Quand il revint, il ramenait non seulement Paul, mais Ladjohra, sa mère, qui s'était disputée avec Zara. Cette nouvelle charge me fut pénible car mon mari gagnait bien peu et les allocations familiales étaient inconnues. Il fallait tenir. Les Italiennes, mes voisines, me firent remarquer que dans le linge de ma belle-mère, mis au lavage dans ma pile, il y avait des poux. Je fis bouillir ce linge et se changer Ladjohra. De ce jour, je dus chercher un autre logement. Les 2 pièces ne nous suffisaient plus, et les Italiennes, prenant des mines dégoûtées, après bien des recherches, je finis par trouver une maison grande, mais n'ayant pour ouverture que 2 portes vitrées donnant chacune sur une rue. On pouvait entrer par une rue et sortir dans l'autre. Quand la porte était fermée, l'air manquait. Il y avait 3 pièces de bonne dimension, dont une complètement sombre, et une cuisine éclairée par une lucarne de plafond. C'était un appartement fort incommode. J'avais néanmoins préféré quitter l'impasse où nous étions trop à l'étroit et trop voyants. J'ai toujours craint que le monde se moque de moi. Nous habitâmes un seul mois dans cette maison où un vol fut commis. Je ne suis jamais parti. Un ami de mon mari m'avait confié un peu d'argent que je posai tout en haut du buffet. Il était impossible à un gosse de le prendre. Or, quand cet homme vint me réclamer l'argent, il avait disparu. Je montai sur une chaise et cherchai, demandant aux enfants, à ma belle-mère, à mon neveu, Rabir, qui habitait alors avec nous, sans pouvoir découvrir le voleur. En outre, il m'était intolérable de continuer à vivre dans cette maison depuis que j'avais appris qu'un homme était subitement mort dans la pièce où je couchais. À tout cela, il faut ajouter que nous entendions tous les bruits de la maison voisine. C'est alors que je trouvai l'appartement de la rue des Marchands d'Huile. Il était au 2e étage, il comprenait 2 belles pièces bien aérées, plus une vaste cuisine, un balcon vitré dont on pouvait ouvrir les battants en les repliant les uns sur les autres. Il était très clair, une grande terrasse carrelée
servait à étendre le linge. Une seule famille italienne habitait l'étage au-dessous. Mais dans la journée, ces gens étaient à leur magasin d'ameublement, sauf la vieille tante qui gardait la maison et préparait les repas. Ce logement n'avait qu'un défaut, il était cher pour notre bourse. Il fallait distraire 33 francs par mois d'un budget de 162 francs. Nous le prîmes quand même, le cousin Rabir ayant déclaré qu'il nous paierait un petit loyer s'il couchait dans la même chambre que la Johara et les enfants. Mais il ne resta que très peu de temps, à peine un mois. Il m'apprit un jour avoir trouvé à la gare un sac à main contenant de l'argent et quelques bijoux. Avec cet argent, il espérait faire du commerce. Il demanda un permis de circulation et nous quitta. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.